Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour ce mois de novembre 2020. Alors il est déjà temps de se préparer pour les observations astronomiques et au programme de ces éphémérides du ciel, nous allons plus particulièrement parler de l'élongation ouest maximale de Mercure et le rapprochement entre Jupiter et Pluton, deux événements intéressants. Dans un second temps, nous allons commenter bien sûr, comme d'habitude, l'activité solaire du mois précédent et nous détaillerons la visibilité de chaque planète du système solaire. Et pour terminer, eh bien, nous vous présenterons de belles photos saisissant du ciel. Mais tout d'abord, eh bien, c'est un plaisir d'accueillir Pascal et Mathieu, encore une fois, pour ces éphémérides. Et pour commencer, eh bien, nous allons parler de l'élongation ouest maximale de Mercure qui se passera le 10 novembre. Alors déjà Mathieu, comment peut-on repérer Mercure dans le ciel ? Horizon est-sud-est, il faut quand même que celui-ci soit dégagé. Et là, vous pourrez tenter de chercher Mercure. Alors, ça sera l'étoile brillante la plus basse sur l'horizon. Sauf qu'attention, il y a quelques petits pièges à éviter. Déjà, le premier, c'est qu'au-dessus de Mercure, eh bien, vous allez trouver la reine des étoiles, qui est en fait la planète Vénus, et que vous ne pourrez pas manquer, qui est nettement plus brillante que Mercure. Et toujours au-dessus, mais un peu plus près de Mercure, c'est là où commence à être le piège, il y a l'étoile Spica. Alors, qui est un peu plus discrète que Vénus, et même que Mercure, mais qui se différencie aussi par sa teinte tirant vers le blanc bleuté. Alors, attention au large du trio, parce que vous avez un peu plus vers le nord, plein est cette fois, Arcturus, qui est aussi une étoile, qui pourrait vous tromper si vous avez du mal à vous repérer dans le ciel du matin. Même, elle a la même brillance que Mercure, d'autant plus. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut l'observer au télescope ? Oui, alors au télescope, en fait, Mercure va présenter une phase en quartier. En l'occurrence, elle va être à peu près à moitié pleine. C'est un petit peu comme la Lune, hein, et puis Vénus, c'est-à-dire qu'elle présente des phases. C'est peu évident à détailler à l'aube parce que Mercure, elle est plongée dans les couches épaisses et turbulentes de l'atmosphère. Alors, sachez toutefois qu'on peut chercher son plus grand cratère, le bassin d'impact Caloris, dans un télescope de 200 ou 250 mm d'ouverture. Alors pour cela, aidez-vous d'un filtre rouge éventuellement. D'accord. Voilà donc pour cette élongation du Mercure. Le 12, c'est le rapprochement entre Jupiter et Pluton. Alors, comment les observer dans le ciel, enfin, vers où peut-on les observer dans le ciel ? Alors cette fois-ci, c'est complètement différent de Mercure. Là déjà, c'est à l'opposé dans le ciel et en plus, c'est pas au même moment. Déjà, il faut que vous sachiez si vous avez un horizon sud-sud-ouest dégagé. Voilà. Et ensuite, donc, vous allez voir assez bas sur cet horizon sud-sud-ouest, eh bien, deux astres qui vont se démarquer, en particulier Jupiter et Saturne, qui sont en train d'ailleurs de se rejoindre dans le ciel progressivement au fil des jours, pour un rapprochement spectaculaire fin décembre, à ne pas manquer. Donc elles sont toutes les deux en queue de la constellation du Sagittaire, et elles se couchent en début de nuit. Alors, Jupiter peut s'observer à l'œil nu aux instruments, hein, dès le coucher du soleil, et donc avant la tombée de la nuit. Par contre, pour Pluton, eh bien, attendez le noir le plus complet. Voilà. D'accord. Donc, aux instruments astronomiques, qu'est-ce que ça peut donner ? Voilà, alors donc pour Jupiter, ce que vous allez voir effectivement, c'est... On en a déjà parlé lors de l'opposition de Jupiter au mois de juillet. Hein. Vous allez pouvoir observer les bandes nuageuses de Jupiter. Vous allez voir également les satellites de Jupiter. Elle en a 4 principaux. Elle en a d'autres, mais ceux-ci sont difficilement observables, voire même impossibles à observer aux instruments amateurs.
Et puis, ce que vous allez pouvoir voir d'autre pour Jupiter, évidemment, c'est sa grande tache rouge. Donc c'est à ne pas manquer. Faut-il encore tomber au bon moment pour observer la grande tache rouge? Pour ça, il faut se référer à des éphémérides qui présentent la grande tache rouge au fil des jours. Alors, pour ce qui est de Pluton, c'est totalement différent parce que là, eh bien, elle, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est absolument pas observable à l'œil nu, contrairement à Jupiter. Et en plus de ça, si vous avez un gros instrument, c'est théoriquement possible, mais il va falloir vous mettre dans les meilleures conditions pour cela, notamment attendre que la nuit soit bien noire, déjà, et puis peut-être aussi avoir un ciel qui soit très limpide, hein, parce que là, ça ne pardonne pas. Là, il faudrait au moins un télescope de 300 mm pour être sûr de pouvoir commencer à peut-être apercevoir quelque chose. Mais on reste toujours dans le doute parce que magnitude 14, c'est tellement peu lumineux qu'il faut quand même savoir ce qu'on cherche. C'est une minuscule aiguille dans une immense botte de foin étoilée. Donc autant dire que voilà, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour ça. Pour ce qui est des deux, eh bien, en fait, le rapprochement va être serré de 0,7 degrés. C'est relativement proche. Moi, si vous faites de l'observation visuelle, je vous déconseille de chercher Pluton lors de ce rapprochement parce que, même si vous avez les meilleures conditions possibles, parce que Jupiter, rien que elle déjà, c'est une source de lumière qui est assez puissante. Et ben, elle va vous éblouir un peu. Pour chercher Pluton, là, ça va devenir impossible même dans les gros instruments. Ouais. Voilà, donc peut-être attendre, soit attendre quelques jours, soit venir plusieurs jours à l'avance, histoire d'avoir Jupiter un peu plus éloigné. Mais pour l'observation visuelle, c'est pas très intéressant. D'accord. Et donc pour faire de la photo, comment peut-on s'y prendre? Alors, au foyer d'un télescope, là, de courte focale, hein, 1 mètre maximum, eh bien, vous allez pouvoir avoir les deux planètes dans le même champ. Jupiter et Pluton. Alors, en espérant que Jupiter, là encore, ne gâche pas justement les images par sa trop forte luminosité, ça c'est un risque à prendre. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que Pluton, là vous l'aurez. Hein, même avec des photos brutes, même sans chercher à traiter vos photos derrière et en essayant d'illuminer vos photos au maximum, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que Pluton est magnitude 14, j'ai envie de dire, avec un 150 mm, si vous tablez sur 30 secondes de temps de pause pour 1600 ISO, vous devriez commencer à l'apercevoir. Après, c'est possible même avec des plus petits instruments, il faut juste augmenter les paramètres, voilà, le temps de pause en particulier. D'accord, merci pour ces conseils. Et d'ailleurs, le mois prochain, on verra aussi un autre rapprochement entre Jupiter et Saturne notamment. Pour le 16, c'est la planète Vénus qui rend visite à l'étoile Spica de la Vierge. Alors Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur Spica, cette étoile? Voilà, donc comme tu l'as dit, hein, effectivement, nous sommes dans la constellation de la Vierge, qui, rappelons-nous, compte 12 étoiles. Disons que Spica, c'est la 15e étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Alors Spica, c'est le nom latin, en fait ça signifie épi, comme un épi de maïs ou un épi de blé. On la nomme aussi Azimèche ou encore Alpha Virginis. Alors pourquoi Alpha Virginis? Bon, Virginis c'est vierge, pourquoi Alpha? Eh bien tout simplement parce que dans la nomenclature astronomique, Alpha désigne toujours l'étoile la plus brillante, c'est la première, la plus brillante. Hein. Ensuite, on parle de bêta, etc., hein, pour la deuxième plus brillante. Elle se trouve à peu près à 250 années-lumière du Soleil. Alors, c'est une étoile binaire. Spica est une étoile binaire, donc elle est formée de deux étoiles qui sont très proches l'une de l'autre. Ce sont deux géantes bleues, avec des masses solaires différentes. Hein. L'une fait 7,2 masses solaires et l'autre fait 11,4 masses solaires. Leur luminosité est également différente puisqu'il y en a une qui a une luminosité de 20 000 fois celle du Soleil, alors que l'autre de 2000 fois seulement.
Mais vous voyez que le rapport, il correspond pas trop, en fait, hein, puisque finalement, elles sont séparées que de à peu près 3 masses solaires. Mais pourtant, il y en a une qui va encore briller beaucoup plus que l'autre. Eh oui. Hein. Leur période orbitale, en fait, est de 4 jours, hein, donc l'une autour de l'autre. Alors, on a dit que c'est un système de 2 étoiles. Et ces étoiles sont tellement proches l'une par rapport à l'autre, qu'elles possèdent en fait une forme ellipsoïdale plutôt que sphérique, telle qu'on a l'habitude en fait de le voir. En fait, ils ne peuvent être séparés que grâce à leur spectre. Donc inutile d'essayer de l'observer avec un télescope, vous ne la verrez absolument pas. Oui, même avec les optiques professionnelles. Tout à fait. Donc Mathieu, peux-tu nous attirer un peu plus sur Vénus? Oui, alors Vénus, justement, parce qu'on a parlé de Spica tout à l'heure, on est à peu près dans la même configuration que le 10. Hein, on a parlé de l'élongation de Mercure tout à l'heure. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Mercure se trouve toujours au-dessous du duo Vénus-Spica, avec un éloignement qui est de fait perceptible. Alors, là où je voulais en venir, c'est que ce sont les dernières possibilités d'observer Vénus, puisqu'elle va devenir de plus en plus difficile à observer en décembre, pour devenir invisible pendant plusieurs mois, car trop proche du Soleil. On ne la retrouvera dans le ciel du soir convenablement au printemps prochain, qu'à partir de l'automne prochain. À l'automne, pardon. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, si vous voulez l'observer, c'est la dernière ligne droite C'est ça. pour tenter de voir Vénus. Voilà, que ce soit l'œil nu ou aux instruments astronomiques. Ouais. Et enfin, le 17, c'est l'essaim météoritique des Léonides qui est à son maximum d'activité. Alors Pascal, peux-tu nous présenter les Léonides? Et bien sûr, hein, donc c'est toujours un spectacle hein, de regarder une pluie d'étoiles filantes, comme ça, un essaim météoritique. Alors effectivement, cet essaim sera visible en deuxième partie de nuit. Alors on a calculé un petit peu, hein, ça va commencer en fait à partir d'1h du matin à peu près, donc jusqu'au lever du soleil en fait. Hein. Alors son radian, bien c'est la constellation du Lion. Alors ça veut dire quoi? Bien pour la repérer, bien faut repérer la constellation du Lion, et pour repérer la constellation du Lion, on va repérer l'étoile la plus brillante. Alors vous savez peut-être ce que c'est, Régulus. Voilà. Alpha du Lion. On parlait tout à l'heure d'alpha de la Vierge. Avec Voilà. Spica, là c'est alpha du Lion. Tout à fait. Alors il y aura une petite astuce quand on repérera Régulus, hein, donc l'étoile la plus brillante. Elle se trouve sur la patte avant du Lion. Alors c'est bien, mais c'est pas là qu'il faut regarder. Donc il faudra remonter jusqu'au niveau de la tête, puisque ça sera en fait effectivement donc le radian. Le taux horaire zénithal, eh bien, il est moyen, hein, il est même variable. Hein, on parle d'à peu près 15 météores à l'heure. C'est assez irrégulier selon les années en fait. Voilà, avec une vitesse à peu près de 71 km/s, donc relativement rapide quand même. Alors c'est le bon moment aussi de l'observer parce qu'on ne sera pas gêné par la Lune, hein, Oui. puisqu'on sera pratiquement une nouvelle Lune. Oui, oui. Donc pour l'observation, il n'y a pas de problème. Et puis donc on pourra l'observer du 14 au 21 novembre. C'est Donc, ça. on a quand même un petit peu de temps. Et puis juste une chose aussi à noter, c'est que cet essaim météoritique, en fait, elle est issue d'une comète que l'on connaît certainement. Hein, il s'agit de la comète 55P Tempel-Tuttle. Bel accent, Pascal. Thank you. Voilà, merci Pascal pour ces informations. Maintenant, nous allons passer donc à la partie de l'activité du Soleil du mois précédent, donc au mois d'octobre. Qu'est-ce que les observateurs ont pu observer donc le mois dernier, Mathieu, sur le Soleil? Eh bien, fin septembre et début octobre, peu de choses à signaler, hormis un fort vent solaire qui a duré plusieurs jours et qui a provoqué quelques tempêtes géomagnétiques mineures, qui, mêlées au fait que la Terre se trouvait à son équinoxe orbital, a produit de jolies aurores au niveau du cercle polaire arctique en particulier. Les taches solaires furent éparses et maigrichonnes, ne durant que très peu de temps. Seul AR 2773, le 26 septembre, a déclenché une éruption solaire de classe C à peine notable.
Le 7 octobre, les choses vont changer. 2 nouvelles taches solaires apparaissent dans l'hémisphère sud du Soleil. Bien entendu, du cycle solaire 25, elles sont restées très modestes et calmes. L'une des deux, surtout AR 2775, étant constituée d'une belle poignée de noyaux sombres clairsemés, intéressants à détailler avec un simple télescope filtré en astrosolar. Ces points sombres n'étaient pas plus gros que la Lune, et à 150 millions de kilomètres d'ici, ça fait tout petit. AR 2774 et 75 se sont évaporés le 12 octobre. Le 14 octobre, un nouveau groupe de points sombres minuscules est apparu sur le limbe solaire. Alors, même s'il s'agit de plusieurs points sombres, eh bien, leur interaction magnétique mutuelle nous amène à les répertorier comme étant une seule et même tache solaire. Ça veut dire qu'une tache peut donc être composée de plusieurs noyaux sombres, éloignés les uns des autres. Alors pas trop quand même. AR 2776 va être un peu plus active que ses prédécesseurs, avec quelques éruptions de classe B et même de classe C le 16 octobre. Alors les chasseurs de taches solaires amateurs vont être comblés puisque cette tache va évoluer en taille au fil des jours et être facile à voir, même dans de petits instruments. Alors là actuellement au moment de l'enregistrement, on a déjà dépassé le 20 octobre et pourtant cette tache reste toujours observable. Et elle est très belle. Ben merci Mathieu pour ces informations sur le Soleil. Nous allons maintenant pouvoir passer aux éphémérides donc des corps principaux du système solaire. Et donc, pour ce qui est de la Lune, le 8 novembre, à 14h46, on pourra observer son dernier quartier. Le 14 à midi 48, la Lune est au périgée. Le 15 à 6h08, c'est la nouvelle Lune. Le 22 à 5h45, on pourra observer le premier quartier de la Lune. Le 27 à 1h29, la Lune est à l'apogée. Et enfin, le 30 à 10h31, c'est la pleine Lune. Pour ce qui est de Mercure, alors elle sera difficilement visible peu avant le lever du Soleil, durant tout le mois. Vénus sera visible en toute fin de nuit au début du mois et visible à l'aube en fin de mois. Mars pourra être observable pratiquement toute la nuit. Cérès, cette planète naine, sera observable en première partie de nuit. Pallas sera observable en première partie de nuit au début du mois et seulement en début de nuit à la fin du mois. Junon sera inobservable tout le mois. Vesta pourra être observable en seconde partie de nuit. Jupiter sera observable en début de nuit. Saturne, c'est de même, observable en début de nuit. Uranus pourra être observable presque toute la nuit, durant tout le mois. Neptune sera observable une grande partie de la nuit au début du mois et en première partie de nuit à la fin du mois. Et enfin, Pluton sera observable aux instruments en début de nuit, donc au début du mois, et en début de soirée à la fin du mois. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette émission. Et pour finir, donc, Mathieu, tu vas nous présenter une de tes photos du mois. Alors on a parlé dans ces éphémérides de novembre, notamment le 12, du rapprochement entre Jupiter et Pluton. Eh bien moi, Pluton, j'ai déjà photographié. Et oui. Voilà. On l'a vu. Et oui, et donc cette image, eh bien, je l'ai prise avec un télescope très modeste, 150-750, en tube optique, et monté sur une monture équatoriale HEQ5. Voilà, donc un matériel modeste. Hein, voilà, il faut de toute façon motoriser son instrument pour faire une telle photo, puisque là, ça va demander du temps de pause. Là, c'est une photo qui a demandé alors au minimum 30 secondes, on en parlait tout à l'heure. Hein. Et donc, c'est presque quelques pixels qui sont juste allumés par la planète naine. Et il faut savoir que même si on ne voit
pas plus qu'une toute petite étoile, tellement discrète, même quasiment invisible sur le capteur, il faut savoir que eh bien, cette planète naine, elle n'allume pas beaucoup plus le capteur de Hubble, le télescope spatial. Oui, en fait, on n'est même pas capable de voir avec Hubble la surface de Pluton. Il a fallu la sonde New Horizon pour arriver à détailler la surface de Pluton de manière concrète. Oui, donc avec un 150 mm. Oui, alors c'est très largement inférieur de Hubble, c'est vrai, mais malgré tout, eh bien, on approche en partie ce que peut faire Hubble. Voilà, on a une petite idée des limites de Hubble. Et tu as pris plusieurs photos? Alors non, c'est une photo brute, simplement. Ça, ouais. Mais alors, ce que je compte faire, c'est dans les prochains jours, là on n'est pas encore au mois de novembre, donc Pluton va être observable encore un certain temps. Ce que je compte faire, c'est reprendre quelques autres clichés de façon à voir Pluton se déplacer sur le fond du ciel. Ça va être intéressant et ça va permettre de situer Pluton exactement sur la photo. Très bien. Sur les photos. Et en empilant plusieurs images? Alors en empilant plusieurs images, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est tout simplement illuminer le fond de ciel. C'est ça. En gommant après par traitement le bruit de fond. D'accord, mais ça ne changera pas grand-chose pour Pluton non, lui-même, de toute façon. Ça l'illuminera à peine plus. C'est ça. Hein. Très bien. Ben, merci Mathieu de nous avoir présenté cette magnifique photo. Donc merci bien, à vous deux pour votre travail sur ces éphémérides. Et on remercie aussi tous ceux qui nous suivent régulièrement et qui sont fidèles tous les mois. Merci à tous ceux qui donnent des commentaires aussi, très encourageants pour que nous puissions ainsi continuer notre travail. En tout cas, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Et pour vous mettre en appétit, eh bien, nous parlerons notamment d'un événement intéressant. C'est la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne. Donc, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes pour ce mois de novembre 2020.